C'est l'heure de vous informer sur l'actualité environnementale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres. 4 ans après la forte sécheresse qui l'a frappé, le Cap-Vert se tourne vers le dessalement d'eau de mer pour maintenir ses cultures en bon état. Comment l'archipel arrive à le faire, vous le saurez dans ce journal. Dakar, la capitale du Sénégal, a accueilli mardi dernier une rencontre d'échange sur le thème agroécologie, genre et dynamique territoriale. Les objectifs de cette rencontre à découvrir dans un instant. Le ministère togolais de l'Environnement et des Ressources forestières prime les meilleurs acteurs du reboisement dans la région des Plateaux. C'était le lundi dernier à Kpalimé, une ville située à 120 km au nord-ouest de Lomé, la capitale togolaise. Voilà, c'est tout pour les titres. Merci Franco de nous choisir. Encourager les initiatives salutaires. C'est cette idée que le ministère togolais de l'Environnement et des Ressources forestières a concrétisée sur le terrain le lundi dernier à Kpalimé. Les 3 meilleurs reboiseurs de la région des Plateaux ont été primés pour les bons résultats de leur action en matière de reboisement pour renforcer le couvert végétal togolais. Voici les images. Ils sont 3 à être récompensés pour leur engagement dans la mise en œuvre de la politique environnementale du Togo. Identifiés comme meilleurs reboiseurs de la région des Plateaux, ces acteurs reçoivent des prix d'incitation de la part du ministère togolais de l'Environnement et des Ressources forestières. Un geste qui les encourage à s'impliquer davantage pour la noble cause de l'écologie. Cette marque de distinction nous honore et nous incite davantage à accroître nos superficies, à renforcer nos capacités de production. Et cela nous lance un autre défi, c'est le défi de la coopération. Ces distinctions témoignent de l'engagement du gouvernement togolais dans l'atteinte de ses objectifs quinquennal et décennal. Nous sommes dans un défi qui va jusqu'à 2030. Donc chaque fois, il faut qu'on rappelle qu'il y a ce défi-là qui nous attend. C'est pour cette raison que nous n'allons jamais nous fatiguer de rappeler aux Togolais que c'est un devoir pour nous de reboiser, non seulement reboiser, mais entretenir, suivre pour laisser aux générations futures la nature plus verte que celle que nous connaissons aujourd'hui. Dans la mise en œuvre de sa politique environnementale depuis 2020, le Togo est passé de 5 millions de plants mis en terre en 2021 à 7 millions en 2022. Et cette courbe est toujours en pleine ascension. Hier, on exploitait 5 millions d'arbres et on plantait seulement 2 millions. Aujourd'hui, on plante 10 millions d'arbres et on exploite moins de 3 millions. À partir de ce moment, on peut dire que la tendance se renverse. Je suis persuadé que les années prochaines, nous allons faire davantage. Démontrant toujours le bon exemple, le ministre togolais de l'Environnement et des Ressources forestières a mis en terre un plan sur le site de l'hôtel du 30 août de Kpalimé où s'est déroulée la remise des prix. C'est la 3e année que cette remise des prix est organisée après les éditions de 2020 et 2021. La population est donc invitée à suivre cette dynamique afin de redorer le couvert végétal togolais. Dans un contexte marqué par le changement climatique, le ministère togolais de l'Agriculture et la CEDEAO, en partenariat avec la Banque mondiale, ont organisé les 2 et 3 décembre dernier à Lomé un atelier pour relancer la filière risicole. À cet effet, le programme FSRP a été mis en place dans le but d'accroître la préparation des pays à faire face à la sécurité alimentaire et à améliorer leur résilience face au système alimentaire. Suivons les précisions avec Irène Papadina. Un atelier national s'est ouvert ce lundi et mardi à Lomé dans l'optique de valider le rapport de cartographie des acteurs de la filière riz et de mettre en place la section nationale de l'Observatoire du riz, un mécanisme clé pour le développement durable du secteur. Organisé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique villageoise et du Développement rural, l'atelier a permis aux parties prenantes de valider les recommandations du rapport et d'élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des actions prioritaires. La création de la section nationale de l'Observatoire marque une avancée majeure dans la coordination des initiatives et de renforcement des chaînes de valeur rizicoles au Togo. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Tezke Madadozo, a rappelé l'importance du programme FSRP pour relancer durablement la riziculture au Togo. Il a salué la vision agricole du chef de l'État qui soutient l'économie nationale tout en assurant la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
De même, l'Observatoire du riz de la CEDEAO a été conçu pour catalyser les investissements, faire face aux défis climatiques, coordonner les actions des partenaires et orienter les décideurs politiques. Le Dr Bouladale Adebouale, secrétaire exécutif de l'Observatoire du riz de la CEDEAO, a rappelé que la filière riz est un secteur stratégique pour la région ouest-africaine, avec pour objectif d'atteindre l'autosuffisance d'ici 2025. En saluant l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, Teske Madadozo a insisté sur l'importance d'une collaboration accrue entre les acteurs nationaux pour assurer la pérennité des résultats. Avec cette étape, le Togo confirme son engagement à bâtir un secteur rizicole compétitif et résilient, capable de répondre aux défis alimentaires et économiques. Le Bureau d'analyse macroéconomique de l'Institut sénégalais des recherches agricoles a organisé mardi dernier à Dakar une rencontre sur le thème agroécologie, genre et dynamique territoriale. L'objectif est de promouvoir la transition agroécologique pour les pays de l'Afrique de l'Ouest afin de garantir une agriculture plus résiliente et inclusive face aux défis environnementaux. Retrouvons Irène Papadina. L'agroécologie représente une approche essentielle pour répondre aux défis contemporains de l'agriculture au Sénégal. C'est dans ce cadre que le Bureau d'analyse macroéconomique de l'Institut sénégalais de recherche agricole ISRA BAME a organisé le mardi 3 décembre dernier à Dakar au Sénégal une rencontre d'échange avec les chercheurs, les acteurs locaux et les représentants de la société civile pour mettre en lumière l'importance de l'intégration du genre dans les politiques agricoles. Cet événement bénéficie du soutien financier du projet Initiative agroécologique ONE-CJR et du projet MADIA qui accompagne les initiatives locales en matière de développement agricole durable. L'un des objectifs principaux de cet événement est de souligner le rôle crucial du genre dans la transition agroécologique. En Afrique et particulièrement au Sénégal, les femmes jouent un rôle central dans l'agriculture. Cependant, elles sont souvent sous-représentées dans les processus décisionnels et ne bénéficient pas toujours des mêmes opportunités d'accès aux ressources et aux formations. En mettant l'accent sur la participation active des femmes et leur autonomisation dans les processus agricoles durables, le Sénégal peut espérer réussir une transition agroécologique qui bénéficie à toutes et à tous, tout en respectant les principes d'égalité et de genre. La dynamique de la transition agroécologique locale, dit TAEL, active dans la région de Fatick, est l'un des acteurs majeurs de la transition agroécologique dans le pays. Ce travail de terrain est essentiel pour faire face aux défis environnementaux, tout en favorisant l'adoption de pratiques agricoles durables et respectueuses des écosystèmes locaux. À travers la collaboration entre chercheurs, acteurs locaux et décideurs de la société civile, le Sénégal peut réussir à renforcer sa résilience face aux défis climatiques tout en assurant une sécurité alimentaire et en améliorant les conditions de vie des producteurs, notamment des femmes rurales, au cœur de cette transition. Le Cap-Vert renaît de ses cendres 4 ans après avoir été frappé par une forte sécheresse. L'archipel qui peinait à maintenir ses cultures se tourne désormais vers l'innovation avec la mise en place d'infrastructures, notamment celle du dessalement de l'eau de mer. Les détails avec Léonce Sago. 4 ans auparavant, le Cap-Vert était anéanti par une grave sécheresse qui a freiné le développement du secteur agricole qui connaît une transformation remarquable. L'archipel se tourne désormais vers l'innovation grâce à la mise en place d'infrastructures modernes, notamment des usines de dessalement d'eau de mer. Un changement qui a pour symbole de progrès une végétation luxuriante à perte de vue. Dans le sens d'augmenter la production avec beaucoup des améliorations sur l'accès à l'eau vont permettre à l'agriculteur de mieux vivre parce qu'il vit déjà de sa production, mais des fois avec un complément. Il n'est pas seulement agriculteur, il travaille dans la construction ou bien dans
dans l'électricité et après il fait de l'agriculture. Mais avec ce boost qu'il va recevoir, il pourra vraiment vivre que de sa production agricole. En plus de mobiliser des ressources importantes pour introduire des cultures innovantes, les autorités capverdiennes ont mis en place un ambitieux système d'assurance agricole pour offrir plus de stabilité aux agriculteurs. Cette stratégie place le Cap-Vert au rang de modèle en matière d'innovation agricole pour la région avec le soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. La chargée des politiques publiques à la FAO, Bintia Stéphane Chikaya, a souligné au cours de la 16e réunion de l'équipe pluridisciplinaire du bureau de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest à Praia l'importance de voir la protection sociale comme un investissement. Tous ces mécanismes de protection sociale requièrent de l'investissement. Et dans la plupart de nos pays, nous pensons que la protection sociale est budgétivore et nous pensons qu'elle coûte cher. Et nous voulons que nos gouvernements pensent de la protection sociale en termes d'investissement dans le capital humain. Malgré ces avancées, la couverture de protection sociale du point de vue de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest reste limitée. Elle ne couvre que 13% de la population bénéficiant d'au moins un service. Toutefois, les progrès réalisés au Cap-Vert représentent l'espoir et un modèle de développement durable pour la région ouest-africaine. La forêt Sérilac en France sera partiellement fermée dès le printemps 2025. La décision a été prise par le département de la région avec l'Office national des forêts. Cette décision vise à protéger la tortue cistude d'Europe, qui est une espèce aquatique gravement menacée. Les précisions avec Rafietou Mbéreko. Des études menées entre 2015 et 2020 ont révélé le déclin drastique de la tortue cistude d'Europe en France. Selon ces études, la population de cette espèce est passée de 16 à 10 individus. L'extinction de cette tortue est directement liée aux perturbations de son cycle biologique vital causées par des activités humaines, des baignades, des campings sauvages et des chiens en liberté. Pour contrer la tendance, le conseil départemental du Gers, en partenariat avec l'Office national des forêts et le comité de gestion de l'espace naturel sensible de la forêt de Sérilac, ont pris une décision importante pour la préservation de cette espèce aquatique. La forêt de Sérilac sera en partie fermée à partir du printemps 2025 afin de créer une zone de quiétude sur les communes de La Motte-Goisse et La Sauveta où sera placée l'espèce. Les sentiers existants seront fermés et les intérimaires de substitution seront aménagés par l'Office national des forêts. Le public sera sensibilisé à travers des panneaux explicatifs qui y seront installés dès l'hiver. La police de l'environnement veillera également au respect des restrictions. En effet, la forêt de Sérilac est l'un des derniers habitats de la cistude d'Europe dans le département du Gers. Elle est classée l'espace naturel sensible depuis 2012 pour sa richesse écologique. Le conseil départemental rappelle qu'il est impératif que chacun prenne conscience de l'importance de préserver ce patrimoine naturel unique. Cette initiative s'inscrit dans un effort collectif pour la biodiversité et appelle à une responsabilité partagée. Dans un combat féroce engagé contre la pollution plastique en Indonésie, notamment dans la ville de Bali, 3 jeunes Français ont créé une ONG dénommée Sungai Watch. Celle-ci a pour objectif d'améliorer la gestion des déchets plastiques et de dépolluer les rivières envahies par les déchets plastiques notamment. Retrouvons Rafietou Mbéreko. L'île paradisiaque indonésienne de Bali fait face à une marée de déchets plastiques. Chaque année, des rats de marée d'ordures sont poussés depuis la mer vers les plages par la mousson. Alors que le pays connaît un problème structurel de gestion des ordures, un groupe de 3 Français grandis à Bali ont créé une initiative pour améliorer la gestion de ces déchets sauvages susceptibles de se retrouver dans l'océan. Un projet qui a commencé avec 3 personnes et maintenant on est 150 personnes à plein temps à nettoyer 200 rivières tous les jours. Après 4 ans d'existence, l'initiative bénéficie d'une subvention, un soutien qui leur a permis de créer une ONG dénommée Sungai Watch.
Ils ont recruté des volontaires afin de mieux développer l'activité. Au total, 2700 tonnes de plastique ont été collectées depuis 2020. On a commencé par des actions de nettoyage super simples où on invitait un peu tout le monde. On choisit toujours des endroits très visibles, que ce soit à côté d'un pont. Donc il y a toujours beaucoup de passages, les gens s'arrêtent, sont un peu intrigués par ce qu'on fait, nous posent des bonnes questions et après ils sont assez séduits par la démarche, donc ils nous rejoignent. Et du coup, avec le temps, on a réussi à créer cette communauté de gens très très engagés. Deuxième producteur de déchets plastiques au monde après la Chine, l'Indonésie est l'un des pays qui fait face à des défis importants en matière de pollution plastique. Chaque année, plus de 56 000 tonnes de plastique sont déversées dans les océans, dont 33 000 tonnes dans la rivière de Bali. Depuis 2017, le gouvernement indonésien avait annoncé un engagement de réduction de 30% de la production de déchets et de 70% des plastiques océaniques d'ici 2025. Des initiatives complémentaires de collectivités locales et d'entreprises accompagnent également ces mesures nationales, comme l'interdiction des sacs plastiques, des pailles et du polyestyrène à Bali. Plusieurs opérations de nettoyage des principaux fleuves ont été réalisées, impliquant notamment les forces de sécurité. Pour fermer cette édition, la foire Togo 2000 a abrité un salon d'affaires et de réseautage organisé par la GIZ Togo avec des représentants de différentes entreprises. La rencontre est mise en œuvre dans l'optique de mettre en relation les très petites et moyennes entreprises TPME locales avec les grandes entreprises et de découvrir de nouvelles opportunités d'affaires. Le reportage est signé Honoré Kata avec les images de Mika Ketche. Permettre aux entreprises locales de découvrir de nouveaux marchés et de se développer dans des conditions optimales, telle est l'ambition de ce salon d'affaires organisé par la GIZ Togo en collaboration avec les acteurs des très petites et moyennes entreprises. Ce salon, riche en découvertes, a été un véritable carrefour où discussions et débats ont porté sur les stratégies de développement des entreprises et des industries dans l'environnement des affaires au Togo, ainsi que sur leur positionnement à l'international. Vous savez que nous sommes dans une dynamique dans laquelle la problématique numéro 1, c'est de pouvoir occuper nos jeunes. Occuper nos jeunes, créer des entreprises, répondre justement aux besoins que nous avons sur le terrain, réussir à produire ce dont on a besoin et réussir surtout à produire ce dont l'extérieur a besoin et dont le Togo peut avoir une certaine expertise. Le travail et le chantier est encore vaste. Il y a beaucoup de travail à faire pour continuer par pousser vers le haut, booster davantage justement l'implication des toutes petites et moyennes entreprises. Avec la promotion des relations entre les entreprises par la mise en place d'une plateforme d'échange, les perspectives visées par ces interactions sont d'aider les entreprises à exploiter pleinement les opportunités offertes dans la zone franche. Nous, en tant que GTPME, groupement togolais des petites et moyennes entreprises, le premier axe de notre activité, de notre mission, c'est la synergie. La synergie, c'est d'offrir une plateforme qui permette aux entreprises de collaborer entre elles. Et ce panel, justement, discute de la thématique pour les TPME, pas de collaborer entre elles, mais de collaborer avec les grandes entreprises, notamment celles qui sont sous des régimes spéciaux, la zone franche ou le Code des investissements. La rencontre a également été marquée par la présence du ministère de l'Industrie et de la Promotion des investissements, ainsi que de différents maires venus présenter les atouts économiques de leur commune. Ce rendez-vous d'échange s'impose comme une clé ouvrant les portes des entreprises et industries vers des opportunités diversifiées et prometteuses. Point final à cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de nos programmes. Green TV International, we revive environment.